Une guerre est déjà en cours au cœur de le mondial 2026 et aucun ballon n'a encore été frappé. Pas de carton jaune, pas de vérification de l'AVR, pas de dispute entre entraîneurs au bord de la ligne de touche. Cette guerre se joue dans les salles de conseil, les couloirs d'hôtel, les réunions de joueurs à huis clos et les corridors du pouvoir, où argent, politique et football ont été mêlés jusqu'à former quelque chose qui ressemble à peine au sport que des millions de personnes dans le monde aiment réellement. Et les trois équipes les mieux placées pour tout remporter, l'Espagne, l'Argentine et le Brésil, se retrouvent en plein milieu. Commençons par ce que tout le monde peut voir. La mondiale 2026 est la plus grande de l'histoire. 48 équipes, 104 matchs, 16 villes hôtes réparties dans 3 pays, les USA, le Canada et le Mexique. Le tournoi dure 39 jours au lieu des 32 habituels. Pour toute équipe qui ira jusqu'en finale, cela signifie 8 victoires au lieu de 7. Un match de plus. Cela paraît simple. Mais ce match supplémentaire peut faire la différence entre survivre à une Coupe du Monde et se faire avaler par elle. La chaleur à elle seule devait déjà peser lourd. Des scientifiques du groupe de recherche World Weather Attribution ont analysé les conditions météorologiques des 104 matchs programmés et conclu que près d'un quart d'entre eux devraient en se jouer à des températures dépassant les seuils de sécurité recommandés par la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs. Ce n'est pas une prédiction marginale, c'est une analyse relue par les pairs, publiée plusieurs mois avant le premier coup d'envoi. 5 matchs, en particulier, ont été signalés comme potentiellement assez dangereux pour que les syndicats de joueurs recommandent officiellement de ne pas les disputer sans protection supplémentaire. Les stades d'Atlanta, Houston, Miami et de plusieurs villes mexicaines se trouvent dans certaines des combinaisons de chaleur et d'humidité les plus éprouvantes auxquelles une Coupe du Monde ait jamais été confrontée. Une coalition de 21 scientifiques, spécialistes du climat et de la physiologie, a écrit à la FIFA pour lui demander d'allonger les temps de pause et de mettre en place des mesures de refroidissement renforcées dans les vestiaires. La réponse publique de la FIFA a été de dire, et c'est une citation directe du président de la FIFA, Gianni Infantino, de se détendre. Cette réponse dit tout sur la manière dont cette organisation fonctionne aujourd'hui. La réponse de la FIFA à la chaleur a été d'imposer des pauses d'hydratation obligatoires de 3 minutes dans chaque mi-temps, quelle que soit la température, que le stade soit climatisé ou non. Une règle uniforme pour 104 matchs disputés dans des réalités totalement différentes. Avant le nul de son équipe face au Cap-Vert à Atlanta, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a souligné que ces pauses avaient dans tout leur sens en cas de vraie chaleur extérieure, mais semblaient complètement inutiles dans un stade entièrement refroidi. En apparence, Santemila, ce n'était qu'une remarque, mais derrière, une frustration plus profonde existe qui monte depuis des mois. Entraîneurs et joueurs ont le sentiment d'être gérés par une politique pensée pour la télévision, pas pour le football. Car voilà ce qui change tout. Ces pauses d'hydratation de 3 minutes ne concernent pas seulement la protection des joueurs. La FIFA a explicitement autorisé les diffuseurs commerciaux de couper vers la publicité pendant chacune de ces pauses, à chaque match, dans les demi-temps. Cela crée 208 nouvelles fenêtres publicitaires dans le tournoi. 208. The New York Times rapporte que les chaînes disposeront de jusqu'à 2 minutes et 10 secondes de publicité par pause après les marges prévues. La FIFPro l'avait dénoncé avant le début du tournoi. Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk l'a dit ouvertement après le match nul de son équipe contre le Japon, en notant que ces pauses ressemblent davantage à des temps morts commerciaux qu'à une vraie protection des joueurs. Que la FIFA l'ait voulu ou non, les pauses d'hydratation de le Mondial 2026 fonctionnent comme des coupures publicitaires de football américain, des arrêts structurés et prévus qui génèrent des revenus pour les diffuseurs et les sponsors avec ou sans chaleur dangereuse sur le terrain. Selon plusieurs médias, dont Fortune et The Athletic, cette décision a ouvert une source de revenus de plusieurs millions de dollars inédite dans l'histoire de le Mondial. La FIFA a vendu les droits de diffusion à des chaînes privées dans le monde, et toutes peuvent les monétiser. Ce n'est pas de la protection des joueurs, c'est une refonte du produit. Voilà le monde où l'Espagne, l'Argentine et le Brésil tentent de devenir champions. L'Espagne est arrivée comme numéro 1 du monde. L'Argentine est arrivée championne en titre, avec Lionel Messi, 8 fois Ballon d'Or, poursuivant ce que tout le monde comprend comme sa dernière Coupe du Monde. Le Brésil est arrivé avec une nouvelle identité sous Ancelotti et une pression immense après plus de 2 décennies sans titre. Ces 3 équipes jouent gros, et toutes les 3 ont déjà ressenti les exigences du tournoi comme les Coupes du Monde précédentes ne l'avaient jamais exigé.
Messi est arrivé au rassemblement en s'entraînant à part du groupe argentin après une fatigue musculaire lors des derniers matchs de l'Inter Miami avant la pause de le mondial. Le club a confirmé qu'il s'agissait de fatigue, et non d'une lésion structurelle, mais l'association du football argentin a dû clarifier publiquement son état avant même un seul match de phase de groupe. La marge est déjà aussi mince. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a clairement indiqué avant tournoi que Messi n'était pas la seule inquiétude physique de son groupe. La charge accumulée par ses joueurs au cours d'une saison de club brutale, prolongée jusqu'au cœur du printemps, a laissé plusieurs membres de la sélection argentine gérer un certain niveau de stress physique en arrivant au tournoi. La situation du Brésil était, si possible, pire encore avant même son arrivée. Estevão a été forfait avant le début du tournoi. Rodrigo a été écarté pour le reste de l'année avec une rupture du ligament croisé antérieur, une blessure subie dans la fin de saison éprouvante du Real Madrid, quelques semaines avant le coup d'envoi. Le Brésil est entré dans le tournoi privé de pièces offensives majeures, non à cause du mondial, mais parce que le calendrier qui l'a précédé avait déjà fait de vrais dégâts. Les recherches de la FIFPro sur le mondial 2022 ont montré que 44% des joueurs avaient un signalé davantage de fatigue physique et que 53% se sentaient exposés à un risque accru de blessure pendant la fenêtre du tournoi. Le problème structurel était documenté. Le format de 2026 l'a aggravé. Le défi de l'Espagne est différent, mais tout aussi réel. Son effectif était rempli de joueurs qui viennent d'achever une saison européenne exigeante. Des joueurs de La Liga, de Premier League, de Serie A, tous usés par les compétitions nationales, les soirées européennes et les qualifications en sélection, avant d'arriver ici presque sans récupération. Avant le tournoi, la FIFA avait convenu avec le syndicat des joueurs que les footballeurs devraient leur bénéficier d'au moins 72 heures de repos entre les matchs et d'au moins 21 jours de congé à la fin de chaque saison. L'accord existe sur le papier. Savoir s'il s'est transformé en repos réel pour des joueurs de club disputant 60 matchs ou plus par an est une autre question. C'est là que la dimension politique de le Mondial 2026 compte au-delà des plaintes de calendrier. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a passé ces dernières années à prendre des décisions qui ont remodelé ce qu'est cette organisation. Certaines concernent le football, la plupart concernent toute autre chose. Le journaliste sportif français Simon Bolelli a publié cette année un livre intitulé FIFA Connection, enquête sur le système Infantino, où il décrit une organisation bâtie autour de la loyauté personnelle, où les versements financiers de la FIFA aux fédérations nationales, chacune disposant d'une seule voix pour élire le président de la FIFA, servent à garder la contestation sous silence. Les 211 pays membres votent pour élire le président de la FIFA, qu'il s'agisse de la Chine ou des Samoa. Les critiques affirment que ce système rend presque impossible toute réforme interne. Un dirigeant national du football, mécontent et cité par fortune, a résumé sans détour « C'est bien une cabale dirigée par des élites ». L'histoire politique profonde concerne la relation d'Infantino avec le Trump. Infantino a qualifié Donald Trump d'ami proche et a répété que leur relation était essentielle au succès de cette Coupe du Monde. La FIFA a ouvert un nouveau bureau dans la Trump Tower à New York. Infantino s'est rendu plusieurs fois dans le bureau ovale. Lors du tirage au sort de le mondial à Washington en décembre 2025, Infantino a remis à Trump ce qui a été officiellement présenté comme un prix de la paix de la FIFA pour son engagement indéfectible en faveur de la paix et de l'unité dans le monde. Plusieurs grands journalistes de football et médias ont décrit ce moment comme une des démonstrations de servilité les plus embarrassantes d'une grande instance sportive dans l'histoire moderne. Le Monde a parlé de farce. Le Guardian est allé plus loin, décrivant Infantino comme ayant placé la FIFA en alignement direct avec la gouvernance de Trump, non seulement comme invitée, mais comme participante à un message politique. Cela compte pour tournoi car les conséquences sont concrètes. L'alignement de la FIFA sur le Trump a été cité dans un scandale de visa qui a empêché l'un des meilleurs arbitres africains d'entrer aux USA pour arbitrer le mondial. Tous les détails de cette affaire n'ont pas été confirmés par la FIFA, mais plusieurs médias européens l'ont décrite comme liée au climat politique autour de l'application des lois migratoires et politiques américaines de visa pendant le second mandat de Trump. Des dizaines de maires et responsables locaux s'étaient déjà réunis à Washington en janvier de cette année, furieux face aux opérations fédérales de contrôle migratoire, dont la mort de 2 citoyens américains à Minneapolis, et inquiets du signal envoyé au monde par un pays organisant un tournoi censé célébrer l'unité du monde.
L'inquiétude bipartisane concernant la FIFA et Infantino a été documentée par Associated Press quelques semaines avant l'ouverture du tournoi avec le représentant républicain Darren Laoud de l'Illinois, président du Congressional Soccer Caucus, reconnaissant qu'Infantino faisait, selon ses mots, le travail qu'il devait faire pour cultiver le Trump. Ce n'est pas un critique qui parle, mais un soutien qui présente l'accommodement comme une nécessité. La situation de l'Iran est une histoire à part. La participation de l'Iran au tournoi est devenue l'un des points de friction qu'Infantino a abordé directement lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi en juin, qui a commencé par un discours de 35 minutes avant quelques questions. Des organisations de droits humains demandaient depuis des mois à la FIFA de bannir la sélection iranienne pour la répression violente des mouvements de protestation par le gouvernement iranien et de son traitement des femmes et des dissidents. La FIFA a autorisé l'Iran à participer. Infantino affirmait publiquement que le football ne devait pas être utilisé comme instrument politique. Les critiques ont relevé l'application sélective de ce principe, notamment au regard de l'exclusion de la Russie des compétitions internationales par la FIFA après l'invasion de l'Ukraine, et de la volonté d'Infantino de participer activement au message politique de Trump. Puis il y a l'argent. La mondiale 2026 est à tous égards tournoi le plus ambitieux commercialement que la FIFA ait jamais organisé. Fortune a rapporté que cette Coupe du Monde devrait générer environ 9 milliards de dollars de recettes. Sous Infantino, la FIFA a fortement élargi son portefeuille commercial, du format de le mondial des clubs aux accords de diffusion, en passant par les fenêtres publicitaires des pauses d'hydratation. Des critiques expliquent à Fortune que cette croissance a, dans les faits, étouffer le débat interne, les fédérations nationales hésitant à contester les décisions d'Infantino, alors que la FIFA reste leur principale source de financement opérationnel. La mondiale 2034 est revenue à l'Arabie saoudite, seule candidate après que la FIFA a rompu avec l'usage en exigeant que les nations membres votent sur les hôtes 2030 et 2034 lors de la même réunion, avec des votes oui ou non pour les deux. Les groupes de droits humains ont protesté. Le vote est passé. La relation de l'Arabie saoudite avec le prince héritier Mohammed Ben Salmané, avec lequel Infantino entretient des liens étroits, est restée une zone non examinée du processus. Retour au terrain, à la chaleur, là où les joueurs essaient vraiment de gagner ce tournoi. La structure du tournoi crée un problème cumulatif pour les favoris. Une présence en quart de finale pour l'Espagne, l'Argentine ou le Brésil signifie jouer 5 matchs en environ 3 semaines, avec des récupérations compressées entre des villes distantes, parfois de centaines de kilomètres, voire de plus de 1000 kilomètres, et sous des climats complètement différents. Les déplacements, à eux seuls, ne ressemblent à aucun mondial connu par ces joueurs. Passer, en phase de groupe, d'un match dans l'humidité de Miami à un match dans la chaleur sèche de Kansas City, puis à un autre dans les températures plus fraîches de Seattle, ce n'est pas un défi sportif, c'est une épreuve logistique. Pour les supporters qui suivent leur équipe à travers 3 pays, les mêmes variations brutales de température et de climat existent, sans staff médical, bain glacé ni protocole de récupération spécialisé à l'hôtel. L'ambiance dans les stades change aussi, et les supporters présents l'ont remarqué. Quand une tribune commence à pousser, un corner, un coup franc dangereux, à un moment où l'élan peut fissurer le match, une pause d'hydratation obligatoire de 3 minutes vient tout interrompre. Les joueurs se dispersent, le moment se dissipe, le jeu reprend. La remarque de Virgil van Dijk sur les fenêtres commerciales n'était pas une plainte contre l'eau. C'était une plainte sur ce qui arrive au rythme émotionnel d'un match de football quand il commence à fonctionner comme une retransmission sportive américaine. Comparez cela à le Mondial 1994, la dernière fois que ces mêmes stades ont été utilisés. Ce tournoi reste associé à une chaleur brutale, dans des villes comme Dallas, où les températures ont dépassé 38 degrés pendant les matchs. La FIFA a tiré certaines leçons de 1994 en programmant davantage de coups d'envoi en soirée en 2026 pour réduire l'exposition aux pics de chaleur. Les matchs du soir réduisent le risque lié à la température diurne. Ils ne réduisent donc pas l'humidité. Ils ne réduisent pas le stress des voyages. Ils ne réduisent pas la fatigue d'une saison de club terminée quelques semaines avant le coup d'envoi. Et ils ne changent pas le fait qu'en 2026, les finalistes auront besoin de 8 victoires pour soulever le trophée, alors que 7 avaient été la norme pendant toute l'histoire du tournoi jusqu'à cette année. La suite dépendra de cette fatigue. La lecture optimiste est que les équipes et les entraîneurs se sont adaptés.
La rotation fait partie depuis des mois du plan de toute sélection sérieuse. La FIFA a décalé des horaires de coup d'envoi dans plusieurs villes pour les éloigner des heures les plus chaudes de l'après-midi. Des entraîneurs de tout tournoi ont intégré les pauses d'hydratation à leur plan tactique au lieu de les traiter seulement comme des interruptions. L'infrastructure autour des grandes sélections, kinésithérapeutes, scientifiques du sport, nutritionnistes, n'a jamais été plus avancée. Si un groupe peut gérer ces conditions, ce sont bien les joueurs du tournoi. La lecture pessimiste s'appuie sur les propres données de la FIFPro. 44% de joueurs de le Mondial 2022 ont signalé une fatigue physique plus élevée. 53% se sentaient plutôt plus exposés au risque de blessure. Ces chiffres venaient d'un tournoi de 32 équipes, pas à 48. Le format élargi a ajouté 16 équipes et 40 matchs supplémentaires à la compétition. Les équipes qui gagnent régulièrement, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, sont celles qui vont loin dans les phases à élimination directe. Cela signifie que les effectifs les plus titrés portent la charge cumulée la plus lourde. Une légère perte de lucidité en quart de finale ou en demi-finale, celle qui vient de la fatigue accumulée plutôt que d'une mauvaise performance isolée, peut faire la différence entre soulever le trophée et rentrer à la maison. La FIFA mettra en avant ses protocoles contre la chaleur et ses ajustements de calendrier comme preuve d'une gestion responsable. Les syndicats de joueurs continueront à défendre l'argument qu'ils portent depuis des années. Le calendrier exige une réforme structurelle, pas de rustine posée en pleine saison. Les deux peuvent être vrais. Aucune de ces vérités ne sera réglée avant le 19 juillet, jour de la finale. Ce qui se passe à le Mondial 2026 n'est pas seulement une affaire de chaleur, de calendrier ou de pause d'hydratation. C'est l'histoire de savoir à qui appartient réellement le football. C'est une histoire sur une organisation qui a passé 10 ans à bâtir une infrastructure commerciale, des alliances politiques et des sources de revenus, tandis que les joueurs dont dépendent ces revenus arrivent déjà épuisés. C'est une histoire sur un président de la FIFA qui a ouvert un nouveau bureau dans la Trump Tower et remis un prix de la paix à un président américain en exercice lors du tirage au sort de le Mondial, tout en disant aux critiques de se détendre. C'est une histoire sur 21 scientifiques du climat dont la lettre à la FIFA est restée largement sans réponse, sur l'un des meilleurs arbitres africains bloqué par un scandale de visa lié à la même mécanique politique que la FIFA a épousé, sur l'Arabie saoudite obtenant 2034 par un processus qui a contourné la concurrence normale. Et au milieu de tout, 3 équipes ont encore une chance de gagner le plus grand prix du football. L'Espagne, numéro 1 du monde, joue son football le plus abouti depuis des années. L'Argentine, championne en titre, porte le poids de l'amour de toute une génération pour un homme qui lui a donné tout ce que ce sport peut offrir. Le Brésil, 2 décennies sans titre, mise tout sur la capacité de Carlo Ancelotti à transformer le génie individuel en force collective. Les conditions sont plus dures que tout ce qu'une Coupe du Monde avait exigé auparavant. La route vers la finale est plus longue. Le bruit politique autour du tournoi est plus fort. Et les enjeux, pour les joueurs, pour les supporters et le sport lui-même, sont immenses.